Je me suis intéressé au lobby saoudien parce que je trouve fascinant un pays qui a réussi deux opérations de communication absolument prodigieuses. Bon, la première, c'est évidemment le 11 septembre, puisque 15 Saoudiens sur 19 terroristes et George Bush en janvier 2002 accuse l'Iran, l'Irak et la Corée du Nord. On se dit, tiens, il doit y avoir quelque chose aux États-Unis qui bloque le dossier saoudien. Bon. Deuxième épisode, c'est celui qu'on a connu récemment, c'est Khashoggi. Bon, un opposant politique nationalité américaine et saoudienne qui rentre dans un consulat et qui se retrouve découpé en morceaux, assassiné, etc., charcuté d'une manière effroyable. Le tout, effectivement, avec toujours la même interrogation, mais est-ce que c'est vraiment c'est remonté au plus haut niveau de l'État? Et vous vous souvenez ce discours de Trump expliquant que non, bon, même Sarkozy expliquant qu'il connaissait bien Mohammed Ben Salman. Bon, et quand finalement il apparaît évident que ça remonte au plus haut niveau de l'État saoudien, il dit oui, mais c'est pas l'individu que je connaissais. Bon. Donc, pourquoi est-ce que je me suis posé la question? Parce que finalement, c'est quand même un pays qui cumule à peu près toutes les performances sur toutes les violations des droits de l'homme et de la femme. On connaît tous le cas de Raif Badawi, qui est un type qui a simplement demandé sur son site internet la liberté de conscience en Arabie Saoudite. La condamnation est tombée d'un tribunal religieux, 10 ans de prison et 1000 coups de fouet. Délivré par tranche de plus de 20 ou 30, on le fait sortir de prison, on lui donne ses 30 coups de fouet, on le remet en prison. Ça aurait été fait à Moscou, je veux dire, ça aurait fait l'objet d'un scandale. Bon. On vient aujourd'hui de retrouver encore le cas de la jeune Alatloul, vous savez, cette jeune fille qui s'est simplement permis de conduire alors qu'officiellement l'autorisation n'était pas rentrée. Bon. Donc elle a été condamnée à 3 ans ou 4 ans de prison, plus violentée en prison, et donc sous la pression internationale, elle vient d'être libérée, mais elle avait quand même pris 2 ans ou 3 ans de prison, quelque chose comme ça. On pourrait encore en aligner des tas d'exemples, c'est-à-dire il y a par exemple un dignitaire chiite qui a été pendu, simplement parce qu'il était imam saoudien, vivant dans la communauté saoudienne, mais accusé évidemment d'avoir trahi au bénéfice de l'Iran, et son neveu, qui lui n'avait rien fait du tout, il a été crucifié. On garde les bonnes vieilles méthodes quand même. Donc si vous voulez, quand on se penche sur un cas comme celui-là, on se dit, mais comment se fait-il que ce pays ne soit pas cloué au pilori par toutes les démocraties, par toutes les ONG, etc. Bon. Alors, c'est une dictature riche. Donc, toujours attention, quand vous avez une dictature, c'est l'avantage, c'est que quand vous êtes opposé, vous pouvez dire que c'est une dictature. Quand vous avez besoin d'argent, vous dites qu'elle est riche, donc vous calmez. Donc, cette catégorie en droit international est une catégorie à laquelle il faut garder à l'esprit. Rappelez-vous que Saddam Hussein était de temps en temps le dictateur riche, puis après il est devenu l'effroyable dictateur. Bon. Comment est-ce que fonctionne le lobby saoudien? L'Arabie Saoudite a subi 2 chocs importants. Le premier, évidemment, c'est le 11 septembre. Et le 11 septembre, elle se rend compte que finalement, même aux États-Unis, c'est quand même dur de faire défendre la cause saoudienne, mais il y a une entreprise qui s'appelle Corvis, qui dès le 12 septembre va voir l'ambassade saoudienne et lui dit, vous savez, vos affaires vont mal, hein, il vous faut qu'un spécialiste de la communication. Corvis va obtenir de très beaux contrats avec comme objet de cibler sur le Congrès qui était en train de faire le rapport sur la responsabilité du 11 septembre. Le Corvis, avec l'appui de la présidence de la Maison-Blanche, va réussir une performance formidable puisque dans le rapport du Congrès, 28 pages sont classées secret défense par le président, par George Bush. Bon. Classé secret défense, vous imaginez quel était le sujet. C'était le sujet, quel était le rôle qu'avait l'ambassade d'Arabie Saoudite dans l'organisation des attentats. Ce n'est que Obama, 15 ans plus tard, qui les déclassifiera. Mais ce n'est pas l'objet qui nous intéresse, ce qui nous intéresse, c'est Corvis. Donc, si vous voulez, à ce moment-là, les Saoudiens se rendent compte de 2 choses. Ils ne savent pas communiquer. Ils ont vu se développer la stratégie de communication du Qatar, qui est le nouveau riche, si vous voulez, qui lui alors a utilisé l'argent à flot pour apparaître sur la scène internationale. Le Qatar, c'est une chiure de bouche. C'est quand le Qatar devient richissime avec la découverte de la grande nappe de gaz qu'elle partage avec l'Iran que tout à coup, ils vont commencer une politique de communication dont on connaît bien les effets, puisque l'achat du Paris Saint-Germain, la création de Al Jazeera, etc., etc. Donc les Saoudiens sont extrêmement horripilés par cette idée qu'un petit pays comme celui-là puisse avoir une politique de communication aussi efficace. Mais comme il va y avoir les bouquins de Chesneau et Balbruno sur le lobby qatari, tout à coup, les Qataris ferment la banque. Parce que c'était ce qu'on appelait la diplomatie du carnet de chèques. C'est-à-dire vous alliez à l'ambassade de Qatar en expliquant que vous aimiez beaucoup ce pays et que vous alliez faire un voyage scolaire ou je ne sais quoi. Et donc il y avait toujours possibilité d'avoir du pognon. Donc brutalement, à cause des bouquins, le Qatar change d'ambassadeur, ferme la banque. Donc un certain nombre de gens qui venaient émarger au Qatar vont ensuite passer à l'ambassade d'Arabie Saoudite, mais ça on en reparlera. Donc les Saoudiens se rendent compte que la diplomatie du carnet de chèques faite soi-même, ça laisse des traces, il y a toujours des journalistes qui sont capables de voir. Comme Corvis est venu leur expliquer que c'était une méthode, et ils avaient montré leur efficacité,
Les Saoudiens se sont vite rendus compte que finalement, il valait mieux s'adresser à des sociétés de relations publiques qui, elles, connaissaient la culture des pays dans lesquels on voulait faire du soft power, et donc aller mettre en forme un discours qui finalement sera très efficace, dont je vais vous donner les caractéristiques essentielles. Donc en peu d'années, l'Arabie Saoudite va signer des contrats avec les 5 majors des relations publiques. Les 3 américaines, Omnicom, WPP, puis je me souviens plus le 3e, et puis les 2 françaises, il ne faut pas oublier ça, Publicis et Havas. Et donc, ces 5 entreprises vont aider l'Arabie Saoudite à décliner une politique de communication qui, paradoxalement, est le contraire de ce qu'on pourrait imaginer. C'est-à-dire, vous savez, dans une politique de lobbying, en général, ça vise à empêcher l'adoption d'une loi, l'adoption d'un texte, etc. Non, là l'objectif du lobbying saoudien, c'est qu'on ne parle pas de l'Arabie Saoudite. Et qu'on n'en parle pas, sauf pour en dire du bien. L'opinion publique s'en fout, hein, ce n'est pas leur sujet. Alors, comment est-ce que les sociétés ont procédé? D'abord, les cibles. Les cibles sont de 3 ordres, c'est les hommes politiques occidentaux. Tout homme politique occidental, en particulier un décideur qui va en Arabie Saoudite, revient avec une lettre d'intention. Une lettre d'intention, vous savez, c'est on s'engage à négocier pour 10 milliards de contrats. Ça ne veut pas dire qu'on signe 10 milliards de contrats. Mais l'homme politique peut rentrer chez lui en disant « Ah, vous voyez, avec moi, ça avance ». Donc Valls rentre d'Arabie Saoudite, peut-on avoir parlé du salafisme dans les attentats de 2015, et il dit « Regardez, avec moi, les Saoudiens, bon. » Trump, c'est 110 milliards. Pareil, pas de contrat derrière, mais il rentre en disant « Regardez, avec moi, ça avance ». Deuxième cible, les hommes d'affaires. Alors les hommes d'affaires, c'est simple, hein, vous les invitez au Davos du désert. Davos du désert, c'est ce truc monté par notre spécialiste français, Richard Attias. Et alors, le Davos du désert, bon, c'est une grande réunion sous la tente dans le désert avec quelques décideurs entourant le prince qui vont participer, surtout beaucoup d'hommes d'affaires. Alors comment est-ce qu'on les fait venir? Avec une manière très simple. Chaque roi qui s'est succédé en Arabie Saoudite a annoncé un grand projet de tech city, de cité technologique, qui allait diversifier l'économie saoudienne totalement dépendante du pétrole. Donc Mohamed Ben Salman, le neuf, le tout jeune, lui il annonce effectivement Neom, une cité à 500 milliards de dollars, avec des drones pour faire des livraisons, totalement câblés, etc. Donc vous êtes un homme d'affaires, vous allez au Davos du désert, vous dites 500 milliards de dollars, même si j'arrive à avoir un contrat de 0,5% de cette somme, je suis richissime. Donc vous ne rentrez pas de Davos du désert en expliquant que tous les projets identiques précédents ont tous échoué. C'est-à-dire que ce n'est pas la première fois que l'Arabie Saoudite annonce qu'elle va créer une société une ville de haute technologie. Pourquoi ça ne marche pas? Pour une raison assez simple. Vous ne pouvez pas faire venir une PME de haute technologie dont tout le savoir-faire et son capital dans un pays où le code du commerce, c'est la charia. Bon, donc vous n'y allez pas. Donc aucun de ces épisodes, si ce n'est de grosses entreprises qui ont profité des avantages fiscaux, mais pour le reste, tout ce qui va être le tissu d'une tech city, si vous voulez, n'était impossible à débaucher. Deuxième caractéristique, comment voulez-vous faire travailler les Saoudiens? Des gens qui ont été habitués tout petits à ce que tout soit gratuit, l'eau, l'électricité, machin, etc. Vous n'allez pas leur dire il faut aller au bureau tous les matins, etc. Donc il y a effectivement des obstacles de nature sociologique et culturelle, mais ça ne fait rien. La pompe est réamorcée à chaque fois qu'un nouveau projet est annoncé. Et donc vous avez toujours dans cette catégorie des hommes d'affaires des gens qui vont vous expliquer non mais on a des affaires en Arabie Saoudite, donc du calme. Dernière cible, la troisième, ce sont les élites de la communauté musulmane à l'étranger. Bon. Comment est-ce que ça se fait? Vous savez, l'outil essentiel dont dispose l'Arabie Saoudite, c'est les visas pour le pèlerinage. Bon. Or, quand vous regardez comment est composé le Conseil français du culte musulman, vous avez un certain nombre de types qui ont des agences de voyage, dont évidemment le produit phare, c'est le pèlerinage. Bon. Donc si tout à coup l'Arabie Saoudite s'annonce que pour des raisons de Covid, de tempête du désert, de tout ce que vous voulez, il y aura moins de visas, bon, c'est comme les hommes d'affaires, si vous voulez, vous tenez quand même à carreau. Et donc ils ont réussi à faire passer cette idée extraordinaire que critiquer l'Arabie Saoudite, c'est critiquer l'islam. Bon, donc vous avez les 3 faiseurs d'opinion que je vous ai décrits qui évidemment se prémunissent contre toute critique contre l'Arabie Saoudite. L'avantage de ce système avec ces grands opérateurs que je vous ai cités, c'est que quand on veut faire une action sur l'Arabie Saoudite, il faut cacher le commanditaire. Donc vous avez toute une arborescence de sous-traitants, de petites entreprises, etc., qui vont inviter parlementaires, qui vont inviter machin, de façon à ce qu'on fasse semblant de ne pas connaître le commanditaire premier. Bon. Donc le système marche assez bien, et il a effectivement son succès, puisque évidemment on a vu dans le cas de l'affaire Khashoggi qu'on avait on faisait semblant de ne pas savoir que ça remontait jusqu'à Mohamed Ben Salman. Alors,
Il y a aussi quelques intellectuels, enfin, ou quelques journalistes ou quelques publicistes, comme vous voulez les appeler, qui eux sont des opérateurs efficaces de lobbying pour l'Arabie Saoudite. Par exemple, j'ai en tête un article de Alexandre Adler qui, à propos de l'affaire Khashoggi, explique que à partir de ces sources issues du renseignement, parce que Adler, sa technique, c'est toujours de citer les sources de renseignement. L'avantage de citer les sources de renseignement, c'est que vous savez que personne ne viendra jamais vous contredire. Donc il n'y a pas un mec dans la salle qui va se lever en disant « Excusez-moi, je suis le porte-parole des services de renseignement, ce que vous racontez est faux ». Donc il donne une espèce de texture officielle à ce qu'il raconte. Et là, il racontait que Khashoggi n'avait pas été tué par les Saoudiens, mais par les Turcs. Il fallait inventer quand même. Quand 2 jours plus tard, Mohamed Ben Salman reconnaît qu'effectivement c'est une opération saoudienne, c'est tout, j'arrête là, quoi. C'est pour vous dire, donc, il y a des opérateurs qui contribuent, si vous voulez, avec bonne foi ou mauvaise foi, avec contrat ou sans contrat, si vous voulez, mais qui vont contribuer à raconter des conneries comme ça sur l'Arabie Saoudite. Il y a une autre technique extrêmement intéressante aussi en termes de communication, c'est que, comme on ne sait pas quoi raconter sur l'Arabie Saoudite, à chaque fois qu'il y a un changement de tête, on annonce que c'est l'homme du changement. C'est-à-dire le nouveau roi va être par nature l'homme du changement. Bon, il n'y a pas de pays plus immobile que celui-là, mais ça fait rien, ça fait un peu de page, quoi, un peu d'écriture pour les journaux. Ce qui a changé, c'est qu'avec Mohamed Ben Salman, on a sauté une génération. C'est-à-dire tout à coup apparaît un type qui doit être normalement l'héritier du trône, mais qui a une trentaine d'années, alors que d'habitude, les rois ont tous entre 80 et 90 ans, donc évidemment, ça pouvait donner un peu de texture à cette opération. Et c'est vrai qu'il a été très bien servi par ces boîtes de com dont je vous ai parlé, qui finalement ont dessiné l'homme d'un type qui effectivement était l'homme du changement, il avait qu'une seule femme, il était prêt à moderniser l'Arabie Saoudite, etc. Ce qui n'empêche que ce type tenant son pouvoir comme ses prédécesseurs de la hiérarchie religieuse, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Donc finalement, si vous voulez, cet habillage de communication est un habillage qui a effectivement été très bien servi par ces boîtes de com. Et donc, quand il y a eu l'affaire Khashoggi, tout le monde s'est trouvé un peu tétanisé. Parce qu'au fur et à mesure que... Et grâce à l'aide des Turcs, on s'est rendu compte qu'effectivement, Khashoggi était mort dans le consulat, qu'il avait été découpé en morceaux, qu'il n'était pas reparti, etc. Voilà. Donc j'en termine là-dessus parce que finalement, il se trouve que ce dispositif est un dispositif dans lequel aucune des sociétés de communication n'a rompu son contrat avec l'Arabie Saoudite, excepté une entreprise américaine. Tous les autres ont poursuivi comme si de rien n'était. Voilà.